Nabi. Bonjour tout le monde, je suis Swell Al-Janabi de l'initiative de l'APA Welcome you to et je voudrais vous souhaiter la bienvenue technical à notre troisième webinaire technique sequence information. sur l'information Very interesting sur les séquences numériques. Nous avons un sujet très intéressant aujourd'hui, la contribution de l'ISN commercial au applications, développement d'applications commerciales. we expect Et lively discussions and nous attendons une discussion très animée sur ce sujet input. We have et des contributions intéressantes. 15 minutes. C'est pour cela que nous avons prévu un webinaire de 2 heures aujourd'hui. Je vois que les participants arrivent. World, as I see, which is Ils great. viennent du monde entier, But d'après ce que j'ai pu voir. and this is just to remind us that Ici, il s'agit having de vous rappeler que webinar nous tenons ce webinaire technique dans le cadre process du processus de politique scientifique COP14 in qu'a demandé la COP 14 à Sharm el-Sheikh. divergences Comme vous le savez, il y avait eu des divergences d'opinion au sujet de l'ISN pendant cette COP 14 et dans le cadre du partenariat entre l'Afrique du Sud et la Norvège, l'initiative APA essaye de faciliter ce processus en tenant des webinaires comme celui-ci, des dialogues, des études également, dont on vous parlera à la fin du webinaire. Ces webinaires sont tout particulièrement appelés à aider à la préparation du groupe de travail numéro 3 en consultation avec les coprésidents et le secrétariat de la Convention. Il s'agit du troisième webinaire donc, que nous tenons dans notre série de 3. Nous avons parlé précédemment du rôle des populations autochtones et des populations locales lorsqu'il s'agit du renforcement des capacités en ISN. Et aujourd'hui, nous parlerons des applications commerciales. Alors, qu'est-ce que nous avons prévu pour aujourd'hui? Eh bien, nous allons commencer par une présentation des 2 phases qui concernent l'ISN. C'est mon collègue Hartmut Meyer qui va s'en charger. Et puis, pour bien comprendre la question de la commercialisation basée sur l'ISN, nous aurons également un petit rappel sur les aspects de propriété intellectuelle. Nous aurons aussi une table ronde avec des experts qui s'occupent d'ISN d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue plus pratique. Et ceux qui s'occupent des applications commerciales. Et puis, en fin de parcours, dans toute la mesure du possible, nous aurons des questions-réponses avec les membres de la table ronde et on terminera à 3 heures. Voilà pour notre ordre du jour. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Hartmut. Yes, exactly. Thank you, Zul. Oui, merci, Suel, pour cette introduction. I will introduce now in the topic and Je vais maintenant vous présenter le sujet. here we are. Yes, I like to thank all of you Je vous remercie tous de participer à ce webinaire en ligne. Today we are informing about the contribution. Aujourd'hui, nous allons parler de la contribution de l'ISN dans le développement des applications commerciales. D'abord, nous allons faire une analyse de la façon
dont l'ISN est utilisé dans la recherche-développement, débouchant sur la mise au point de produits et comment ce système international de l'ISN peut être lié au partage des avantages. Nous parlerons également de la propriété intellectuelle par rapport à l'ISN et puis nous verrons les résultats que nous avons pu observer dans l'analyse d'un certain nombre de produits commerciaux qui ont été produits à partir de l'ISN. Je vous donnerai 3 exemples d'une telle application commerciale et de vous montrer comment l'ISN contribue à la mise au point de ces produits. Et ce sera la base de notre discussion sur un éventuel partage des avantages sur cette base-là. Alors, beaucoup d'études et beaucoup de documentation que nos étudiants depuis plus d'une année nous ont montré la même chose. L'ISN est une utilisation, son utilisation est un processus en 2 phases. D'abord, vous avez la ressource génétique à partir duquel est produite l'ISN dans le cadre du système APA, la CDB et le protocole de Nagoya. Il y a la notion de pays d'origine, puisqu'il est prévu que le pays d'origine soit mentionné. Il y a aussi le principe du CPCC et des CMC qui sont à invoquer. Ceci débouche sur un contrat qui donne des conditions sur la recherche qui peut être faite par le premier utilisateur. Ce contrat va également déterminer les conditions du partage des avantages et qui vont revenir au pays d'origine, d'où viennent les ressources génétiques. Et comme dans beaucoup de cas, dans la biologie, le séquençage des protéines ou de l'ADN sera effectué et ceci peut également faire l'objet de conditions dans le contrat. Ensuite, dans la pratique habituelle, ces séquences sont stockées dans des bases de données internationales. Alors, le contrat peut le permettre, mais le contrat pourrait éventuellement ne pas le permettre. Alors là, c'est quelque chose qui fait appel à une négociation. Et en général, ce qu'on préfère, c'est que les séquences soient publiées pour pouvoir être utilisées ultérieurement, mais on a pu voir dans le cours de la discussion que la mention du pays d'origine dans ces bases de données n'est obligatoire que depuis quelques années. Alors, il y a une partie seulement de l'ISN qui mentionne l'origine, le pays d'origine des ressources génétiques. Ça a été un résultat intéressant, mais les CMC ne peuvent pas être associés dans la base de données à la séquence en question. Donc, il n'y a pas de condition imposée à l'utilisation de la séquence par rapport au partage des avantages. Ensuite, vous avez la deuxième phase de l'ISN. C'est là que vous avez un processus encore plus complexe parce que ces bases de données offrent un accès public. Tout le monde peut y avoir accès et télécharger l'ISN. Et comme nous le savons maintenant, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne vont pas télécharger 1 ou 2 séquences, mais des centaines, voire des milliers des génomes entiers qui peuvent être téléchargés
par un seul utilisateur. Ensuite, on peut voir que même si ces bases de données avaient les contrats à part, il serait impossible de suivre des centaines de contrats à part qui sont associés à certaines séquences. C'est là une difficulté considérable. Ensuite, vous avez la recherche-développement qui se fait sur ce TSN. Alors, il y a des utilisations non commerciales ou des utilisations commerciales. Et au bout du compte, sur le côté droit du système, après l'accès à la base de données, il n'y a pas de partage des avantages. Et puis aussi, de toute façon, il serait très difficile de le réaliser, ce partage des avantages, étant donné l'architecture du système et les politiques nationales et internationales. Alors, après tout cet examen, on a pu expliquer comment fonctionne le système et où se situent les principaux boulots d'engorgement quand on essaye d'envisager un éventuel partage des avantages tirés de ce système de l'ISN. C'est cela qu'on a voulu vous expliquer d'emblée, dès le départ. Et plus tard, à travers les exemples, vous pourrez voir que ces deux phases, la production d'ISN à partir de la ressource génétique et son téléchargement dans les bases de données, sont des processus qui jouent un rôle dans la conception des applications. Alors, j'aimerais maintenant vous parler de la propriété intellectuelle et je vais demander à Pierre de nous en faire un aperçu général par rapport à l'ISN. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas un expert en propriété intellectuelle. Donc, voilà pourquoi je vous présente le sujet, parce que la propriété intellectuelle est un sujet extrêmement complexe et on pourrait en parler pendant des heures, voire des jours. Mais dans le cadre de notre discussion d'aujourd'hui, l'ISN et les applications commerciales, j'ai pensé qu'il serait utile de s'arrêter un peu sur les différents types de propriétés intellectuelles qui s'appliquent à l'ISN. D'abord, tout récemment, si vous regardez ce tweet qui est daté du 2 juin, et non pas juillet, comme je viens de le dire. Alors, c'est une reconnaissance au niveau universitaire que ceux qui créent l'ISN ont des attentes de ce travail. Et parce que beaucoup de chercheurs doivent déposer leurs données dans des bases de données, c'est la condition de recevoir un financement ou d'avoir leurs résultats de publier. Alors, il y a une contre-réaction, surtout du côté des chercheurs du monde en développement, qu'ils créent cet ISN, mais ils n'en tirent aucun avantage. Ensuite, il y a l'approche du patrimoine commun créatif. Alors, ça n'est pas très utilisé pour l'instant dans la discussion sur l'ISN. Mais si vous pensez à l'expérience BioBrick, des petites séquences qui peuvent être utilisées pour faire des machines moléculaires. Et ceci est dans le cadre de l'approche du patrimoine créatif mondial. On pourrait étudier plus à fond cette question-là d'ailleurs. Ensuite, vous avez la propriété intellectuelle qui ne reconnaît pas les termes et conditions qui peuvent être liés à l'accès à ces bases de données. Chaque fois que vous installez un
logiciel, vous devez accepter les termes et conditions et vous n'avez pas la possibilité de les négocier. Vous devez les accepter, autrement vous ne pouvez pas utiliser le logiciel en question. Alors, il y a des bases de données ISN qui ont ces conditions-là. Par exemple, le GISAID, GBIF, mais c'est uniquement pour les téléchargements. Alors, ces termes et conditions pourraient être utilisés pour créer une obligation de partage des avantages pour ceux qui ont accès à ces bases de données. Autre type de propriété intellectuelle qui n'est pas peut-être reconnu en tant que tel, il y a des bases de données privées. Et ce qu'elles font, eh bien, elles nettoient les données, elles les rendent plus faciles à utiliser pour telle ou telle application et il s'agit d'utilisation très particulière des données. Alors, ça ressemble un peu, par exemple, aux bibliothèques qu'utilisent les laboratoires pharmaceutiques. Alors, il y a des conditions qui s'appliquent, mais aussi des frais d'inscription pour pouvoir avoir accès à l'ISN en question. Autre type qui est utilisé, c'est les droits d'obtenteur. Nous savons, pour nous qui nous intéressons à la propriété intellectuelle à propos des plantes et des obtenteurs, vous avez l'exemption des obtenteurs, par exemple, qui permet l'utilisation de variétés de plantes protégées pour les améliorer par rapport à l'autre option qui est disponible ici ou là, qui est d'avoir un brevet sur telle ou telle caractéristique d'une variété de plantes. Et souvent, ceci peut inclure justement la séquence qui exprime la caractéristique en question. Alors, pourquoi est-ce que ceci nous intéresse particulièrement? Eh bien, c'est à cause de la nature très utile des grandes collections de séquences de plantes qui permettent aux obtenteurs de rechercher telle ou telle caractéristique et ainsi à raccourcir l'opération d'obtenir les caractéristiques voulues. Alors, autre forme de propriété intellectuelle, les brevets. Alors, il y a des différences subtiles qui sont importantes pour notre discussion. Il y a par exemple la mise en commun de brevets pour une cause commune. C'est courant dans l'industrie. Il y a aussi l'autre phénomène des regroupements de brevets. Quand vous avez des brevets qui se chevauchent dans un domaine particulier et qui rendent très difficile l'entrée de nouveaux venus dans ce monde de la propriété intellectuelle. Et ceci peut s'appliquer pour certaines séquences. Vous avez aussi les brevets sur des outils, par exemple. Vous avez une technique de base dont vous avez besoin pour travailler avec le séquençage génétique qui fait l'objet d'un brevet. Et vous ne pouvez pas utiliser l'outil en question sans payer cette utilisation. Ceci limite l'accès à l'outil en question et s'y empêche au progrès d'avancer. Alors, il y a aussi d'autres méthodes ou procédés utiles comme l'octroi de licences. Et une chose dont on n'a pas suffisamment parlé peut-être dans le cadre de l'APA et la propriété intellectuelle, c'est l'utilisation du système des licences basé sur des brevets. Ensuite, il y a la partie la plus forte de la propriété intellectuelle, qui est les secrets commerciaux, où vous avez une société qui ne va pas divulguer ses secrets. Et ceci fait que la protection devient très difficile pour l'ISN
L'utilisation la plus fréquente de ce type de propriété intellectuelle, c'est quand vous avez des utilisateurs à grande échelle qui téléchargent toutes les séquences qu'utiliserait l'application et ensuite s'approprient les séquences. Et ceci veut dire que le patrimoine commun, qu'est l'ISN, permet d'ajouter une valeur à des séquences qui ne sont pas disponibles et qui ne font pas l'objet de brevets, donc qui restent secrètes. C'est une forme très forte de protection, mais est-ce que c'est juste et équitable? Là, c'est une autre question. Ensuite, vous avez les connaissances traditionnelles détenues par les communautés locales et les populations autochtones qui sont associées à certaines séquences, c'est-à-dire qu'elles sont insérées dans une connaissance traditionnelle. Il y a cette connaissance d'une caractéristique d'une plante, par exemple, qui débouche sur un séquençage particulier dû au processus d'évolution. Alors, tout ceci s'applique à l'utilisation de l'ISN, tous ces différents types de propriétés intellectuelles, et on vous l'expliquera à partir des exemples qui seront donnés ultérieurement. Merci, Pierre. Alors, ça c'est une analyse toute récente qui a été faite par Paul Oldham, qui fait beaucoup d'analyses sur les brevets. Et ici, on peut voir le premier jeu de données ISN qui apparaissent en premier dans les demandes de brevets. Alors, vous pouvez voir sur la première courbe en haut à gauche que le nombre de séquences mentionnées dans des demandes de brevets a augmenté considérablement et depuis 20 ans, elle reste un peu en augmentation. Et on peut dire que chaque année, il y a en moyenne 10 000 séquences qui sont mentionnées dans des demandes de brevets. Ça ne veut pas dire qu'elles sont utilisées forcément, parce que les brevets ne sont pas forcément consentis, mais ça représente tout de même énormément d'ISN présentes dans des brevets. Et on peut voir qui sont les demandeurs de brevets. Et vous voyez un mélange de sociétés privées et d'institutions publiques. Et l'institution qui a le plus de demandes de brevets avec des séquences, c'est l'Université de Californie. Après Genestech, etc., etc., vous voyez la liste, beaucoup de Français, le Danemark, l'Université du Texas, Novartis, bref, tout un mélange de secteur public, secteur privé et origine géographique. Ceci nous montre également que les brevets font partie de l'espace recherche-développement et ceci se fait aussi par des institutions publiques. Il y a beaucoup plus d'informations disponibles qu'on pourra montrer quand on aura terminé cette analyse complexe. Et nous avons l'intention d'organiser d'ailleurs un webinaire de consacrer à l'ISN et les brevets. Alors ici, nous passons à la deuxième partie pour vous montrer quelques exemples
Je vous ai dit que nous avions examiné un certain nombre de produits. Un exemple très intéressant qui est représentatif de beaucoup de produits, c'est la production de vanilline à partir de levures récombinées. La vanille naturelle, en effet, est un produit très cher. Et les régions principales où on fait pousser la vanille sont souvent des endroits qui ont du mal à assurer la qualité et la quantité de leur production. Nous pouvons voir aussi que la majorité de toute la vanilline qui est utilisée est synthétique. Il n'y a qu'une toute partie du marché qui utilise la vanille naturelle. Et cette partie-là du marché ont plusieurs sociétés qui utilisent de la vanilline qui n'est pas produite à partir de la plante, mais à partir de micro-organismes recombinés ou par fermentation. Ici, vous avez le cas de Evolva qui a introduit une levure recombinée avec 5 nouveaux gènes et enzymes. Alors, nous sommes intéressés à ce cas parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été publiées concernant l'ISN. Et ça, c'est, si vous voulez, comment on est passé de la glucose au sucre. Et vous avez là ce produit, un acide hydrochimique qui est le point de départ pour la synthèse de la vanilline. Ici, vous n'avez pas les enzymes nécessaires pour passer du point 1 à celui-ci. Donc, l'idée, c'était d'introduire cette voie chimique dans la levure. Et ensuite, on a introduit 5 enzymes pour catalyser ces différentes étapes que vous voyez à l'écran. Alors, bien sûr, cette entreprise a communiqué des informations très nombreuses là-dessus, sur la manière dont on a utilisé l'ISN pour cela. Alors, nous avons examiné ce cas et comme je l'ai dit, et nous avons aussi essayé de voir comment l'ISN a contribué à cette invention et comment on a utilisé ce matériel génétique pour créer cette souche de production. Il est important de constater ici que dans la recherche et le développement de ce produit, eh bien, on utilise l'ISN de deux façons, c'est-à-dire qu'on utilise l'ISN qui existe dans les banques de données pour analyser le matériel génétique, trouver de nouveaux gènes pour cela, mais aussi l'ISN est utilisé pour synthétiser les gènes et cela aussi récolté auprès des banques de données, synthétiser donc des gènes à des fins particulières. Alors maintenant, lorsque nous parlons du protocole de Nagoya, il faut comprendre que ce qui nous intéresse ici, c'est d'obtenir des informations dans le pays d'origine sur ces ressources génétiques parce que on pose la question de savoir si l'ISN doit suivre la voie traditionnelle telle que prévue par le protocole de Nagoya. Voilà quelques résultats, pas tous. Vous voyez que dans ce nouveau métabolisme, on utilise un enzyme particulier qui est mentionné ici. Et vous voyez que le gène est le nouveau enzyme introduit dans la levure a été caractérisé selon le brevet en utilisant 6 ISN qui paraissent ici à l'écran. On peut aussi le faire en ajoutant d'autres ISN. Et lorsque vous rendez dans la banque de données et vous essayez de voir ces entrées, eh bien, on constate que vous avez des institutions qui ont directement fourni ces informations
où vous avez une publication dans laquelle la séquence est publiée et ensuite elle est introduite dans cette banque de données. Vous avez tous ces cas ici et il y a une séquence ici qui a été faite, qui a été générée automatiquement à travers un logiciel en utilisant des données sur un gène. Ça, c'est un moyen aussi d'obtenir ce type d'informations. On a essayé de prévoir ici, par exemple, comment ce gène se présenterait en 2011. Alors, vous avez ici les éléments qui ont permis de produire cette information. Vous avez un champignon ici, c'est un organisme qui a été utilisé. On n'a pas d'autres informations là-dessus. On ne sait pas d'où cet organisme vient, on ne sait pas où on l'a trouvé. C'est une institution française qui a fourni cette information, donc on part du principe que c'est un produit français. Ensuite, vous avez le même organisme avec une souche particulière qui a été utilisée pour le séquençage par un groupe de chercheurs et ça a été déjà décrit en 1952. Donc, ça aussi, c'est un travail de Français où le champignon a été trouvé en France. Ça aussi, on a trouvé ces données dans la GenBank. Elle avait été supprimée par la suite. Et puis, il y a eu une bactérie qui a été introduite par une institution canadienne. Et vous avez une information ici qui porte sur une autre bactérie qui a été utilisée. Et dans la publication elle-même, on constate que cette souche a été déjà décrite par 2 Américains en 1961 et qui l'ont tenue dans un sol. Ça peut être aux États-Unis. Et pour la dernière séquence, qui elle aussi a été prise dans un champignon, c'est une information qui vient d'Espagne. Voilà ce qu'on a trouvé pour ce produit. Alors, on pourrait continuer dans ce sens, mais ça vous donne, je crois, une idée de la manière dont on utilise cette information de séquençage numérique qui vous permet, c'est-à-dire les gènes, les enzymes, etc. Alors, deuxième exemple, ça aussi, c'est le produit achevé. Là, ici, vous voyez que la deuxième protéine a été caractérisée en utilisant 2 autres séquences et cela provient d'organismes sur lesquels il existe des séquences qui ont été décrites en 1977 du sol aux États-Unis. Et puis là aussi, on a affaire à un organisme qui vient d'un laboratoire où il y a une activité de recherche sur un champignon. On sait la couche pour laquelle on a recueilli cette information. Il s'agit des années 30, 40, donc ça n'est plus pertinent à l'heure actuelle. Donc voilà un aspect de cette information de séquençage numérique. Vous avez des organismes de laboratoire pour lesquels il existe d'informations. Alors maintenant, lorsque l'on examine pas seulement la description du gène, mais comment est-ce que ces 5 nouveaux gènes ont été créés et qu'on retrouve dans cette levure, eh bien, on a 2 façons de le faire. 3 de ces gènes ont été isolés directement
de cette ressource génétique de Podospora poeceta et puis aussi de ce produit. Alors, la publication ne dit pas d'où viennent ces organismes. Et aussi, on sait que 2 de ces gènes étaient en fait des synthèses. On a recueilli l'ISN qui existait dans une banque de données. Ça, c'est la première. Et ici, vous avez une description dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on vous dit que c'est une synthèse en utilisant cette séquence en utilisant comme modèle un gène. Et ici, ça a été synthétisé en utilisant un gène humain. C'est le modèle qu'on a utilisé pour procéder à cette synthèse. Ensuite, vous avez un cas particulier qui est assez commun, c'est que ces séquences de gènes, non seulement ne sont pas soumises une seule fois à une banque de gènes, mais ce gène humain a été introduit par 10 groupes différents. Et c'est la même chose pour le gène que vous voyez ici en bas d'écran, qui a été soumis par 4 groupes. Il y a eu même d'autres tentatives. Alors, même si on ne vous dit pas d'où vient cet organisme, on a ainsi du mal à suivre effectivement le processus. Voilà les conclusions auxquelles nous avons abouti. Alors, il y a 25 séquences de protéines et d'ADN qui ont été mentionnées dans le brevet. Dans 5 cas, il y avait des informations sur le pays d'origine. Et comme je l'ai dit, au bout du compte, la publication a montré que l'ISN que l'on retrouvait dans le produit prenait la forme de nouveaux gènes qui ont été clonés à partir de ressources génétiques qui ont été caractérisées, ou ce sont de nouveaux gènes qui ont été synthétisés sur la base d'informations de ces séquences. Et on l'a vu dans différentes activités de recherche que c'est très probable que l'ISN a été utilisé tout au long du processus recherche et développement. Et là, il y a eu quelques exemples qui vous ont donné, mais qui sont assez parlants. Encore un exemple pour vous expliquer un peu l'utilisation de ces informations dans l'industrie du parfum. Vous voyez plusieurs entreprises qui essayent de produire des parfums, des huiles avec, en s'appuyant sur des ressources génétiques. Et là également, vous avez 6 gènes qui proviennent du tabac transgénique avec des aspects intéressants. Ces 3 gènes ici sont tous des gènes synthétisés par PCR et les séquences qui ont été utilisées comme modèle sont décrites ici. Et c'est intéressant de constater, par exemple, que ici, vous avez une plante de patchouli qui a été cueillie dans le jardin des senteurs à Neuchâtel, en Suisse. Donc, ça n'a pas été, on n'est pas allé la chercher dans le pays d'origine ou in situ. Deuxième exemple, ici, vous avez un gène qui vient d'un poulet, un foie de poulet qui a été sans doute acheté dans un magasin. Et là aussi, on ne sait pas quel est le pays d'origine. Et puis ici, vous avez l'Arabidopsis qui normalement a l'Allemagne comme pays d'origine, mais qu'on a retrouvé dans un laboratoire.
Et pour terminer, vous avez le produit qui existe aujourd'hui à l'heure actuelle avec un nouveau gène qui vient de la valériana. Et cette plante dont on a isolé le gène, c'est une variété indienne de la valériana. Et là aussi, elle a été comparée à d'autres gènes qui étaient déjà connus avec une origine incertaine. Dans le premier cas, j'imagine que ce sont des pommes de terre qu'on a trouvées dans une université et puis un gène de Populus. Et au bout du compte, on a trouvé cette souche qui a permis de mettre au point ce nouveau parfum. Voilà, sur ces quelques mots, je vais clore ma présentation. Et on va peut-être mettre en place notre panel. Pierre, c'est à vous, non? Merci Hartmut, merci de ces exemples tout à fait intéressants. Alors écoutez, on va essayer d'organiser une discussion autour de cela, voir si on peut partager des idées là-dessus. Alors je vais présenter nos membres du panel. Il y a Madame Siva Tambisetti, professeure à la London School of Economics, spécialiste de la propriété intellectuelle. Peut-être vous pourriez nous lancer la discussion. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la pertinence de quelques remarques que j'ai pu faire tout à l'heure, même si je ne suis pas vraiment un spécialiste sur l'utilisation commerciale d'ISS. Est-ce que j'ai oublié beaucoup trop de choses? Est-ce que j'ai suscité une certaine réflexion? Je ne sais pas. Oui, merci Pierre. C'était en fait très intéressant de vous entendre faire cette liste. Et vous avez utilisé ce terme anglais, thickets, qui est en fait un sous-bois. Lorsqu'on parle de thickets, on parle surtout de brevets ou d'une entreprise qui est face à un obstacle, mais un obstacle aussi peut être dû à un chevauchement de différents règles, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un seul gène, d'un seul brevet, mais vous pouvez avoir plusieurs brevets provenant de la même séquence. Vous pouvez parler aussi d'aspects commerciaux liés à l'utilisation d'une séquence, où vous avez aussi des bibliothèques privées où l'on trouve ces informations, et puis il y a bien sûr les banques de données publiques. Alors, lorsque Hartmut m'a présenté ce sujet, il m'a envoyé 3 questions. Alors, je vais passer en revue ces 3 questions rapidement et essayer d'expliquer comment est-ce que moi je vois cela. C'est-à-dire en étant plus précis, en nous éloignant un peu de ce sujet. Une question qui m'a été posée, par exemple, c'est est-ce qu'il est possible de déposer un brevet pour une séquence sous sa forme naturelle? Ça, c'est la première question. Quel est le rôle de l'industrie dans l'utilisation de l'ISN en ce qui concerne l'accès aux ISN publics? Ensuite, l'applicabilité du modèle bilatéral. Et alors, pour répondre à ces 3 questions, je vais vous montrer un diagramme que j'ai préparé ce matin. Alors, il me semble que la discussion autour de l'ISN et le rapport avec les droits de propriété intellectuelle, c'est essayer de soit créer ou de mettre en place une commune d'ISN. Je sais que le terme commune peut être controversé, alors je l'utilise avec précaution. Commune, ça a été souvent utilisé
en termes de propriété intellectuelle pour se défendre ou pour attaquer. Donc, c'est un terme qu'il faut utiliser avec attention, avec précaution, c'est-à-dire analyse scientifique et essayer de mettre tout cela ensemble en commun. Alors, commun, cela signifie que tout le monde peut utiliser ces informations. Si on n'a pas les capacités techniques de le faire, eh bien, une commune comme cela ne sert pas à grand-chose si on n'a pas les capacités d'exploiter ces informations. Deuxièmement, d'un point de vue des communes, vous n'avez pas le droit de tirer les droits de propriété intellectuelle. C'est ça le fond du sujet. Dans le cas des exemples donnés par Hartmut, si on utilise l'ISN dans ses applications commerciales, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler vraiment de droits qui sont disponibles gratuitement dans le cadre de cette commune ou de ces communes. Ensuite, si l'on veut créer des communes, il est important de s'assurer qu'il n'y a pas eu de revendication préalable. Et ce n'est pas le cas ici. Vous avez au moins 2 revendications dans le cadre de ces communes, c'est-à-dire les droits souverains d'un pays et ensuite les droits découlant de cette application commerciale. Alors, pour les communes de l'ISN, qui est la question la plus difficile à traiter, je crois, c'est que si vous créez un ISN, vous ne pouvez pas avoir une entité commerciale aller dans cette commune et partir en réclamant des droits de propriété intellectuelle, parce que là, on change les règles du jeu et donc vous aurez des hésitations. Est-ce qu'on doit associer à cela des droits de propriété intellectuelle ou pas? Alors pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir à créer des communes ISN? Eh bien, si on se penche sur l'histoire récente, et je m'y suis intéressé, vous avez le consortium SMP qui a été créé par des fonds privés. 10 entreprises pharmaceutiques se sont mises ensemble et ont investi 45 millions de dollars pour créer ce fonds. Pourquoi? Parce que créer des communes, c'est justement écarter les droits de propriété intellectuelle. Parce que si ces connaissances sont dans ces communes, personne ne peut venir les chercher, sauf ceux qui ont créé cette commune. Donc, il y a une incitation privée à des fins commerciales de créer ou de contribuer ou même investir dans la maintenance ou la création de communes. Alors ça, c'est une idée, à mon avis, qui devrait être utilisée, élaborée, approfondie par ceux qui s'intéressent à ces aspects. Alors, bien sûr, ça porte sur les applications commerciales, sur les logiciels gratuits, par exemple. C'est ce qu'on avait vu, c'est-à-dire que on a créé des licences qui faisaient partie de cette commune parce que vous avez une partie qui a pris le logiciel et qui l'a privatisé et du coup, c'est l'ensemble du système qui s'effondre. Alors, il faut combiner ce qu'a dit Hartmut et ce qu'a dit aussi Pierre. Alors, pour être plus précis, et là, je vais être assez rapide. Alors, ici, vous avez qu'il y a beaucoup de texte dans cet écran. Mais regardez surtout les couleurs. Je voudrais utiliser cet écran où vous avez les micro-organismes marins eucaryotiques. Vous pouvez trouver cela dans des brevets qui relèvent du domaine public. Parce que vous pouvez voir on utilise les banques de données ISN. Alors, les obstacles, eh bien, ça peut être aussi des brevets ou une accumulation de brevets, ce qui rend encore le problème plus difficile. En l'occurrence, l'invention ici, vous avez des organismes qui produisent des antioxydants que l'on peut utiliser pour produire des huiles. Donc, je ne vais pas parler de qui a inventé ces produits, mais ça, c'est une information qui est facilement disponible. Alors,
Il y a 17 brevets au moins sur cette technologie qui couvrent différents éléments de la production commerciale du produit final. Alors, on me pose souvent la question, pour revenir à la première question, est-ce que on peut breveter quelque chose sous sa forme naturelle? Alors, vous savez que ce micro-organisme fait l'objet d'un brevet en étant un élément de cette invention. De la même chose, les acides nucléiques qui sont isolés ou décrits dans cet organisme, eux aussi font l'objet d'un brevet. Alors, c'est important de le rappeler si l'on veut comprendre le degré de changement, de modification que l'on apporte. Donc, isoler, purifier, décrire, ce ne coûte pas très cher au plan technique, ça vous permet, ça rend votre produit brevetable en quelque sorte. Alors, il y a ces applications industrielles, mais là, vous voyez que ça se fait à un seuil très faible. Tout ce que vous avez à démontrer, c'est que vous avez fait ceci ou cela et avec des informations bioinformatiques, vous pouvez les décrire, etc. Alors, le domaine public, là aussi, je vous donne ce même exemple parce que c'est bien décrit. On décrit comment on utilise les banques de gènes pour identifier et décrire les séquences qui ont été isolées. Donc là, vous avez un exemple semblable à celui de Hartmut, comment l'ISN est utilisé pour décrire ces technologies. Alors, les banques de données ISN ont cette information et on les utilise pour comment on fait de l'ISN un produit exclusif, c'est-à-dire on essaye d'identifier l'utilisation et on essaie de déterminer la portée de ce brevet. Donc voilà pour cet écran, ce que j'essaie de vous dire, c'est que il y a un objectif juridique, politique visant à créer ces communes, mais il faut entrer dans ces structures extrêmement détaillées qu'on peut difficilement changer. Et donc, on peut jouer avec cela à l'intérieur pour obtenir quelque chose d'encore plus radical. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'avantages à la création de communes. On l'a vu que, par exemple, que ceux qui disposent de la technologie peuvent aller très vite et ceux qui n'ont pas la technologie accusent du retard. Donc, créer ces communes avec un modèle d'accès à tous permettrait de relever des défis extrêmement importants. C'est pas toujours facile, mais je crois que c'est à la portée de tous. Très bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir rappelé l'importance des découvertes et aussi la capacité de profiter des informations qui existent déjà. Et voilà, les communes permettraient de mettre tout cela ensemble. Alors, je vais donner maintenant la parole à Marcel. Marcel, qui est directeur du centre de marine de Aberdeen en Écosse, ainsi il est actif aussi dans d'autres entreprises. Alors, Marcel, vous qui êtes biologiste moléculaire, vous avez lancé des entreprises qui ont utilisé l'ISN sur les ressources marines. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la manière dont cela est représenté par ce que nous a dit Hartmut? Et est-ce que vous avez d'autres choses à nous apprendre sur l'utilisation de l'ISN à des fins commerciales? Vous pouvez bien sûr réagir par rapport à ce qu'a dit Siva ou ce que j'ai moi-même dit. Très bien, merci beaucoup. Oui, merci de me présenter en tant que biologiste moléculaire, même si j'ai fait des études de chimie. Alors, des choses intéressantes ont été dites par Siva tout à l'heure et ce que moi je vous dirais de mon côté, c'est que une séquence
doit être semblable à une autre pour qu'on puisse l'utiliser. Or, souvent, elles sont très différentes. Ensuite, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, est en train de mettre au point des nouvelles normes pour l'information de séquençage numérique. Ça s'appelle la norme 26, qui vous permettra de comparer les séquences dans le cadre d'un brevet par rapport à une banque de données, ce qui facilitera la traçabilité si vous pouvez déterminer qu'il y a assez de similarités. Alors, si vous me permettez, je vais vous présenter mon écran et je vais aussi vous parler de mon entreprise à l'heure actuelle. Le plus d'informations nous avons, le mieux c'est. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran, j'espère. Alors, ça commence ici avec une algue que l'on retrouve dans plusieurs régions du monde. Alors, lorsque vous cherchez quelque chose, vous constatez que sa prévalence est un peu partout. Et ici, c'est le cas. On ne la trouve pas seulement dans l'océan Indien. Nous avons commencé notre recherche, mais on l'a trouvée dans des lacs. Et aussi, plus tard, on l'a trouvée dans des séquences d'autres organismes. Alors, nous avons recueilli l'ADN de cela très tôt avec un séquençage rapide et on a constaté que les ADN dont nous avions besoin nous donnaient les protéines qui nous intéressaient, les molécules dont nous avions besoin. Et donc, vous avez ici les composés que nous avons essayé de mettre au point en tant que compagnie. Et cela à la suite de plusieurs années de recherche universitaire. Donc, ça fait 20 ans qui ont passé avant qu'on en arrive là et qu'on envisage de faire quelque chose avec ces résultats. C'est très difficile de passer de la structure chimique à la protéine et d'aller de la protéine à la séquence ADN responsable de sa production. Et très difficile de revenir après en arrière à l'organisme. Donc, c'est difficile d'aller en arrière, si je puis dire. Alors, comment est-ce qu'on travaille? Eh bien, une fois qu'on avait pu voir le genre d'enzyme dont on avait besoin, on a pris la séquence initiale, une séquence de protéines plutôt que d'ADN parce que c'est plus facile à comprendre. Et on a cherché des séquences analogues. Alors, le minimum de ressemblance pour ces lettres de protéines, elles doivent être de 30 à 40% similaires pour avoir les mêmes fonctions. Alors, donc, ça n'est pas tellement semblable que cela. Et dans la littérature scientifique, vous trouvez toutes sortes d'informations là-dessus. Mais c'est très important d'avoir cette limite-là pour déterminer si quelque chose est différent ou similaire. Parce que c'est souvent ce qu'on regarde au niveau des brevets. Est-ce que c'est semblable, suffisamment semblable pour ne pas être considéré comme quelque chose de nouveau? Alors après, il y a les modifications qu'on apporte sur la base de différentes informations. Dans certains cas, la structure de la protéine, si vous avez la structure initiale de la protéine, en utilisant la radiothérapie cristographique, et on regarde quels sont les changements dans les enzymes qui nous intéressent, qui doivent être apportés pour que on ait une meilleure gamme de température de 20 degrés à 80, par exemple, plus stable peut-être à tel ou tel pH. Aussi, la spécificité par rapport à certains substrats pourra être modifiée. Ça peut être plus facile à produire à grand volume. Et puis, pour une société, c'est important qu'on puisse avoir un brevet. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait l'optimisation par le codon, c'est-à-dire qu'on prend chaque 3 lettres qui est responsable d'un acide aminé et on fait en sorte, on le modifie pour qu'il puisse être utilisé par exemple,
E. coli ou d'autres produits. Ces enzymes peuvent être utilisés dans des processus industriels pour un certain nombre de raisons, comme processus industriel, par exemple, un substrat chimique produit par la chimie, on rajoute les enzymes et on aboutit à ce produit final. C'est une molécule qui peut être utilisée pour ce qui nous intéresse. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce qu'elle remplace un processus chimique très toxique avec beaucoup de déchets, beaucoup d'énergie à utiliser, alors que notre processus est plus rapide. Le processus chimique prendrait 6 mois, nous, ça prend 2 semaines. C'est beaucoup plus propre, ça se passe dans l'eau avec très peu d'enzymes et ça coûte moins cher parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser tellement de produits chimiques et de nous débarrasser de tant de déchets. Alors, on fait que les enzymes font exactement ce qu'on veut et on utilise un processus qui permettra d'accélérer la mise au point de médicaments. Et les similarités sont importantes. Il y a aussi la créativité humaine, la modification des protéines, et puis, au bout du compte, la production d'un processus chimique qui est beaucoup plus propre et plus respectueux de l'environnement. Merci beaucoup. Vous avez fait quelques remarques très importantes et ça m'a fait penser à combien ceci est inventif et a besoin d'être protégé. Ensuite, ceci montre le potentiel de l'ISN à faire du bien, à améliorer les vies humaines. Et puis, troisièmement, ceci montre aussi le potentiel pour ces technologies de perturber. Si vous changez les processus industriels, c'est très bien, mais si vous allez perturber la subsistance des petits agriculteurs, ça n'est pas aussi intéressant. Alors maintenant, nous allons demander à Maria Julia Oliva, qui est coordonnateur pour l'accès et le partage des avantages pour le commerce équitable. Alors, vous êtes un expert en APA, mais vous travaillez aussi avec des sociétés qui veulent respecter le partage des avantages. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des complications qui sont créées pour l'APA quand vous avez un produit commercial qui peut venir de toutes sortes de sources différentes qui auront des niveaux de protection de la propriété intellectuelle différents? Est-ce que vous avez des exemples où on a réussi à se mettre d'accord? Est-ce qu'on a pu faire preuve de créativité pour trouver des solutions? Merci Pierre, merci de me donner la parole. Je suis contente que vous ne me demandiez pas de commenter la présentation de Marcel parce que j'ai eu un 0 pointé en chimie quand je faisais mes études. Mais en effet, dans la pratique, on voit beaucoup d'exemples de ce genre. Ceci a à faire avec le fait que l'APA a été conçu comme un système où vous avez un utilisateur et un producteur, alors que c'est très rarement le cas. Il y a aussi la complexité de ce que nous a expliqué Hartmut. Vous avez cette phase initiale, vous avez accès à la ressource en tant que telle, mais après toutes sortes d'utilisations éventuelles sur la base de produits dérivés. Et puis, autre complication, il y a le champ d'application, parce que beaucoup de pays dans le monde incluent dans leur législation APA, pas uniquement les activités de recherche, mais l'utilisation des plantes et autres ressources biologiques pour des activités commerciales. Et je crois que là, le problème
Donc, on a ces cas très compliqués. Et le problème est de savoir sur quoi se focaliser. Vous l'avez dit auparavant, si on a beaucoup d'informations, on arrive à trouver des solutions. Mais quelquefois, il faut faire le tri parmi toute cette information pour voir là où il faut intervenir. Et je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais l'exemple de la vanille est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations à son sujet. Mais pour moi, si j'y réfléchis en tant que responsable politique, eh bien, quel est le problème exactement? Qu'est-ce que vous essayez de réparer? Parce que la plupart de la vanilline, de toute façon, est artificielle, synthétique et fait à partir de choses pas très intéressantes. Alors, dans beaucoup de cas, les pays d'où vient la vanille ne sont pas des pays d'origine de la vanille. Alors, pour cet exemple de la vanille, souvent, il ne s'agit pas vraiment de recherche, mais de chaîne de valorisation et en bas de la chaîne, il y a beaucoup de pauvreté. Autre problème, comment est-ce que vous allez pouvoir gérer des produits qui ont tellement de ressources génétiques dans leur composition? Par exemple, les parfums, les senteurs. Les senteurs, souvent, c'est des centaines de substances naturelles ou synthétiques. Alors, comment est-ce que vous allez régler ce genre de cas? Mais la composition des senteurs, c'est peut-être compliqué, mais ici, vous avez quelque chose de très simple, une lotion hydratante. C'est pour les hommes. Et je voulais vous montrer que dans cette lotion très simple, vous avez un très grand nombre d'ingrédients naturels, jojoba, sésame, cire d'abeille, extrait de racines, toutes sortes de produits. C'est très, très compliqué. Alors, si vous avez des pays qui demandent tous de respecter la part pour produire ceci, vous allez rendre le produit impossible à fabriquer. Donc, le champ d'application, mais aussi, au lieu de se concentrer sur l'utilisation, se concentrer sur la valeur. Alors, est-ce qu'on peut trouver des solutions? Eh bien, comme exemple, je peux vous citer le Brésil, sur la base d'une loi de 2015, adopte une approche où il veut avoir vérifié l'accès, mais tous les accès n'entraînent pas partage des avantages. Donc, c'est là que c'est plus compliqué parce que vous ne partagez les avantages d'après cette loi que si vous arrivez à un produit fini et l'héritage génétique ajoute une valeur significative au produit. Par exemple, c'est un ingrédient actif ou ça fait partie du marketing. Je vous montre un autre produit. Ça, c'est un tonique avec des roses dedans. Alors, je ne sais pas si les roses jouent un grand rôle dans le tonique, mais j'ai envie de l'acheter parce que les pétales de rose, c'est joli. Donc, même si ce n'est pas un produit actif, ceci rend le produit plus attrayant. Alors, ceci permet d'utiliser d'autres solutions, essayer de voir là où il y a une valeur ajoutée, là où la diversité biologique ajoute une vraie valeur. Alors ça, c'est une approche qui pourrait aussi être envisagée avec, sur la base des exemples, par exemple, que nous a montré Hartmut. Merci beaucoup. Vous nous avez montré comment vous utilisez les séquences en accès libre. Et puis après, vous pouvez trouver une séquence de protéines qui a les mêmes fonctions. Alors, dans votre recherche, est-ce qu'il y a des conditions qui s'appliquent et qui vous permettraient d'utiliser une séquence qui a pic et mat lié à la séquence? Alors, qu'est-ce qui se passerait alors pour votre société dans un cas comme ça? C'est une bonne question. Je ne sais pas très bien comment répondre parce que ce que vous décrivez, c'est en quelque sorte un
contournement. Je peux trouver des séquences qui viennent d'un contexte où c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile d'utiliser les séquences en question, mais le problème, c'est de savoir s'il y aura un cas où je trouverai de l'ISN dans une base de données que je devrais utiliser. Est-ce que je peux la trouver d'après une source moins restrictive? Alors évidemment, je vais choisir la source moins restrictive. Alors nous avons trouvé des séquences pour une mousse en milieu arctique et puis la même mousse dans un contexte tropical. Alors, c'est la même chose. On dit tout est partout, mais c'est l'environnement qui choisit. Mais ce que ça veut dire, c'est que les organismes peuvent survivre ici ou là où vous aurez les conditions requises. Alors, c'est une question très difficile, mais moi, ce que je pense, c'est que on va devoir trouver un système qui respecte le fait que les organismes peuvent être trouvés dans toutes sortes d'endroits différents. Alors, ceci complique grandement la situation. À mon avis, il n'y a qu'un système multilatéral qui pourrait marcher, un système qui permet l'accès par l'utilisateur sans restriction, mais aussi avoir un mécanisme en même temps qui fait qu'on contribue au système dans la proportion de ce que nous avons utilisé ou contribué. Alors, il faudra avoir un système comme cela de conçu. Vous avez fait une autre remarque au sujet des petits agriculteurs. Ben là, il y a un exemple classique qui est l'artémisine. Il y a un processus synthétique pour produire le médicament basé sur l'utilisation de la levure. Mais il y a aussi un autre système plus équitable qui permet aux agriculteurs de faire pousser l'artémisine. Et puis à ce moment-là, s'il y a une sécheresse, par exemple, et la récolte périt, eh bien, on fait l'artémisine synthétique. Alors, il y a aussi le fait qu'on peut trouver des produits dérivés qui permettraient d'éviter le phénomène de résistance dans le cas des médicaments. Alors, je n'ai peut-être pas bien répondu à la première partie de votre question, mais c'est sûr que les sociétés vont toujours choisir la solution de facilité. Ça, c'est certain. Oui, c'est le cas, effectivement. Je reviens vers Siva parce qu'il y a une question qui vous a été posée à propos du patrimoine commun de l'ISN et quelles seront les conséquences pour les pays qui n'ont pas de législation. Alors, le problème du patrimoine, justement, c'est que si vous permettez de privatiser tout ce qui est bon dans le patrimoine, eh bien, seuls ceux qui en ont les moyens pourront y avoir accès. Alors, vous avez bien dit que tout le monde devra appliquer la même approche, autrement ça ne pourra pas marcher. Et ça a été l'expérience dans le système du traité de la FAO. On essaye d'éviter d'utiliser les produits là où le traité s'applique et on recherche là où il ne s'applique pas, s'approvisionner. Alors, comme je l'ai dit, quand j'ai fait un commentaire sur vos premiers commentaires, comment est-ce que vous allez éviter d'éviter l'extinction de tellement d'organismes grâce à une utilisation effrénée? Alors, j'ai voulu être brève, mais j'ai peut-être donné l'impression que je voulais encourager cette idée du patrimoine. Mais je voudrais montrer qu'on a l'impression de faire quelque chose pour protéger le patrimoine, mais il y a d'autres facteurs qui font que le patrimoine n'est pas vraiment partagé par tous. Alors, pour les investissements,
vous pouvez concevoir des espaces du genre patrimoine. Si vous prenez en considération les facteurs que j'ai cités, bon, il y aura beaucoup d'avancées qui vont être faites à ce propos, mais est-ce que les bureaux des brevets utilisent, prennent ces séquences disponibles à tous sérieusement? Parce que si vous comparez des séquences qui sont relativement semblables à celles qui sont déjà dans la base de données, à quel moment est-ce que ces ressemblances entre les séquences pourront être considérées comme étant préalables et du coup, existant préalablement et du coup, on ne peut pas avoir de brevet là-dessus. Alors, même après 30, 40 ans, de savoir que ces ISN existent préalablement, c'est tellement difficile de déterminer si c'est le cas ou pas. Alors, il va falloir trouver des solutions, mais on pourrait peut-être envisager de se focaliser sur des patrimoines à petite échelle. Il y a le domaine public, où règne la plus grande liberté, et puis des sous-patrimoines en quelque sorte. Marcel, par exemple, dans son domaine, s'il pense qu'il y a un blocage et il voudra avoir accès à telle donnée, eh bien, peut-être qu'il y a des sociétés, puisqu'on parle d'applications commerciales, des sociétés qui pourraient considérer que c'est plus intéressant de faire office de grossiste, si je puis dire, plutôt que d'avoir des solutions au coup par coup. Alors, les investissements pourraient nous aider. Mais ce serait quand même pas facile. J'aurais posé une question à Siva. À propos des logiciels publiquement accessibles et comment est-ce qu'on peut avoir des applications commerciales basées là-dessus, eh bien, vous avez inventé un logiciel et puis après, on le modifie et on l'utilise de façon différente. Et ceci est toujours possible. Cependant, il faut, s'ils ont basé leur invention d'une application sur un logiciel en accès libre, il faudra quand même qu'ils vendent quelque chose. On peut envisager le même genre de solution pour ce que vous préconisez. Alors, ça dépendra de ce qui a été fait. Pour l'accès libre, souvent, il y a un élément de grande distribution. Mais si vous envisagez le même genre de solution pour les bases de données ISN, eh bien, vous n'aurez pas forcément le même résultat. Et là encore, si vous essayez d'avoir différents types de patrimoine ou différents types de licences, eh bien, ce serait sans doute possible et je crois que c'est une question à poser à ceux qui travaillent dans la technologie. Mais ce qui m'inquiéterait, ce serait une situation où on dirait, oui, mais moi, j'ai quand même fait quelque chose d'assez semblable. Donc, ça n'est pas suffisamment différent pour que je sois obligée de rendre quelque chose. Il y a des gouvernements qui ont encouragé l'accès libre pour des utilisations pour le bien public, parce que plus on a de dispositions d'informations disponibles, plus il y aura des découvertes éventuelles. Alors, ça dépend de la technologie peut-être. Est-ce que
est-ce que le fait d'avoir un accès libre encourage l'initiative privée? J'ai demandé à Julia de répondre parce qu'elle s'est concentrée, elle, sur la valeur, l'aspect de la valeur. Il ne s'agit pas de la limitation de l'accès, etc., mais capturer la valeur de l'utilisation qui est faite. Alors, est-ce que c'est une solution, éventuellement, pour créer des incitations à respecter le système plutôt que de le contourner? Au lieu de freiner la recherche, on l'encouragerait dans la mesure où elle protège le patrimoine. Oui, c'est une solution, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème en chemin. Comme l'a dit Marcel, il faudrait pouvoir suivre d'où vient quelque chose. Parce qu'une fois que vous avez un produit fini, comment est-ce que vous allez assurer la traçabilité? Et c'est cette idée du Brésil d'avoir un système d'enregistrement où à chaque étape, il y a un enregistrement. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé de résoudre le problème de la traçabilité. Ce qui est intéressant pour le Brésil, c'est que si vous êtes au milieu de tout ça, si vous êtes une société au milieu, vous allez respecter le système parce que tout ce qu'il vous faut faire, c'est vous enregistrer. Et si tout le monde suit le système, eh bien, à ce moment-là, la traçabilité sera assurée. Alors, à propos de cette traçabilité toujours, la différence entre la phase 1 et la phase 2 que nous a montré Hartmut dans la première phase, vous avez accès à l'échantillon biologique et vous avez les informations de cet échantillon que vous allez utiliser de différentes manières. Et c'est une question des conditions mutuellement convenues et il faut qu'elles soient très solides. Et j'ai traité d'un cas, justement, de ce genre où les autorités demandaient des informations sur l'échantillon en question qui devraient être couvertes par les CMC. Et ceci montre, comme l'a dit Marcel, que pour certaines de ces substances, elles sont présentes dans beaucoup d'espèces, dans beaucoup d'endroits dans le monde. Alors la société a dit, mais nous, c'est difficile pour nous de dire que tout ceci va appartenir au gouvernement parce qu'en fait, on ne peut pas dire que cette molécule existe dans toutes sortes d'endroits et qui n'ont rien à voir avec ce projet. Alors, ceci va plus loin en quelque sorte que le débat sur l'ISN, mais c'est quand même très intéressant. Et tout ceci tourne autour de la traçabilité. Alors, on va voir si on peut répondre à certaines questions posées par l'auditoire, parce qu'on arrive à la fin du webinaire, parce qu'il y a une question qui a été posée 2 fois ou même 3 fois de différentes manières. Est-ce que vous connaissez un exemple où l'ISN a été utilisé et il y a eu un vrai partage des avantages? Est-ce qu'il y a des exemples concrets où l'utilisation de l'ISN a été là-bas? Alors, en fait, tout ce qui est fait en biologie utilise l'ISN, mais vous avez peut-être des exemples concrets à nous citer. Bon, eh bien, voilà. Alors, ça veut dire que non. Oui, il y a des exemples, mais c'est difficile de savoir si l'ISN vraiment était lié au pays d'origine. C'est très difficile. Sorry, yes, please. Go on. L'étude que nous avons faite en novembre 19, en essayant de voir combien de mesures APA inclus
l'ISN, il y a très peu de pays qui incluent l'ISN dans leur législation. Alors même s'il y a eu des avantages qui ont été tirés, ce serait difficile de dire si c'était parce que l'ISN a été utilisé ou pour une autre raison. Parce que la technologie a tellement évolué pendant cette même période. Alors, je crois qu'il faudrait partir du principe que l'ISN a été utilisé, mais dans quelle mesure, c'est très difficile à dire. Alors, à moins qu'il y ait un élément particulier qui puisse être cité. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire dans les brevets? Dans une demande de brevet, ça aussi, c'est une autre question et il y a eu beaucoup de travail de fait là-dessus. Je vais répondre à la première partie. Ce qu'il faut divulguer sur le séquençage dans le brevet, c'est tout ce qui est nécessaire pour une personne ayant les compétences nécessaires de refaire l'invention. Le brevet porte sur un produit. Est-ce que la société qui demande le brevet est capable de reproduire le produit en question? Alors, est-ce que vous devez divulguer l'origine aussi ou pas? J'ai obtenu ceci au Pérou ou en Colombie. It's a little bit on where you're trying to patent and whether the country's patent laws oblige you to describe the geographic origin or the source of Alors, the tout dépend de la loi en vigueur. Si on vous impose de révéler la source, l'origine de la ressource génétique. En Suisse, par exemple, vous devez dire quelle est l'origine de la ressource génétique elle-même. Alors, cela m'a fait réfléchir et j'en ai parlé auparavant. Pour ce qui est de l'origine et rendre ça public dans une demande de brevet, il y a une chose qu'il faut faire, c'est établir un système dans lequel on met l'accent sur la valeur en bout de chaîne de valeur. Vous dites, vous avez utilisé l'ISN, ces informations, et si on ne commence pas à travailler autour de cela avec une analyse détaillée de ce produit, l'utilisation de cet examen minutieux et combiné à cela l'obligation de rendre public ces informations. Vous pourriez nous dire un mot là-dessus? Parce qu'on est bien à la recherche de solutions. Vous voulez que je parle de l'obligation de rendre public l'origine ou de l'examen détaillé? Des deux, est-ce qu'on est obligé de rendre public les détails de cette ISN? Alors, la référence à laquelle vous faites de l'examen détaillé, figure dans la réglementation européenne pour ce qui est du protocole de Nagoya ou envoyé aux États membres pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Alors, ce qu'on dit exactement, c'est qu'un examen détaillé du résultat pour le faire, c'est-à-dire qu'il faut tout faire pour obtenir des informations sur l'origine. Cette réglementation n'est pas liée au système de propriété intellectuelle. Donc, tout examen détaillé que vous faites en tant qu'équipe scientifique, en tant que groupe de chercheurs, ça ne va pas vous mener directement à un brevet. Cela étant, ce que je voudrais dire, c'est, vu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec les 17 brevets qui peuvent appartenir à différentes familles de brevets, si un brevet donne l'origine parmi tous ces brevets, il y a un effet multiplicateur avec les brevets qui sont liés à celui-ci. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de voir tous les pays du monde avoir une obligation de rendre cela public dans leur droit de propriété intellectuelle. Il suffit qu'il y ait quelques-uns qui le fassent et cela aura un effet sur l'ensemble du système. Donc, on n'a pas besoin d'un amendement du traité pour le traité de coopération sur le brevet. Il suffit que quelques pays commencent à le faire. Je crois qu'il est possible de le voir. On peut avoir des points de contrôle dans les bureaux de propriété intellectuelle. Chaque pays peut le faire de son côté
et ça aura cet effet multiplicateur systémique que je viens d'évoquer. La deuxième chose que je dirais, c'est que si vous examinez certaines de ces demandes de brevets, eh bien, je vois qu'on est très fier lorsque on décrit la recherche qui a été menée. On vous dit, par exemple, qu'on a trouvé une plante dans le Nova Scotia, au Canada. Donc, les scientifiques disposent de cette information. Ils ne la rendent pas publique parce que personne ne leur demande de le faire. Et là encore, ça, c'est une chose que j'ai discutée avec Marcel, comment essayer de voir un système où on va au-delà de ce que prévoit la loi et vous essayez de, à ce moment-là, de faire connaître l'origine du travail que vous menez chaque fois que cela est possible. Ça serait, si vous voulez, une forme plus avancée de cet examen détaillé qui est nécessaire. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Siva. Il est nécessaire, et avec vous d'ailleurs, que la bonne pratique scientifique exige qu'il y ait de l'inflation de l'information chaque fois que c'est possible. Alors, si vous faites quelque chose, vous cherchez le brevet, vous trouverez une publication qui vous enverra vers une autre, etc. Et au bout du compte, vous allez trouver l'origine de cette collection. Je suis allé jusqu'aux années 70 pour trouver quelque chose. Normalement, ça, c'est assez facile. Donc, ça, ce n'est pas trop difficile. Ça demande un peu d'effort, certes, quelques heures de travail. Mais maintenant, ce qui nous intéresse pour l'avenir, c'est que si les scientifiques ont un endroit où ils peuvent acheminer cette information, comme c'est le cas, par exemple, pour ces banques de données avec une catégorie pays d'origine, eh bien, à ce moment-là, on vous demande de cela et on sait que, par exemple, ça vient de tel ou tel pays. Ça n'est pas nécessairement dans le brevet, comme l'a dit Siva, mais comme les séquences seront mentionnées dans le brevet, vous pouvez vous rendre sur la base de données, trouver ces séquences, et à ce moment-là, vous allez trouver la séquence la plus proche de celle qui vous intéresse, et vous allez trouver là-bas l'origine. C'est un système indirect, certes, mais c'est quelque chose de relativement facile. Voilà comment on peut régler cette question au plan technologique. Ce qui est plus important encore cela, c'est le système scientifique. Les scientifiques souhaitent communiquer cette information, mais ils ne savent pas où l'envoyer. Oui, je crois que c'est une très bonne idée et c'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la reconnaissance qui est due aux découvertes scientifiques. Alors, je sais que vous êtes à la frontière du travail scientifique et du travail commercial. Alors, les régulateurs ne font pas nécessairement confiance aux entreprises qui vont respecter un système que vous allez mettre en place. Il y a une question intéressante qui a été posée dans la messagerie. Les asymétries de pouvoir qui existent. On l'a vu dans le cadre de l'approche bilatérale, dans le protocole de Nagoya et dans la diversité biologique. Lorsqu'on a convenu de cette convention en 1992, eh bien, on a reconnu la souveraineté et l'engagement qui a été pris de fournir des avantages si on ouvre l'accès de la part des souverains. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des suggestions là-dessus sur comment on peut s'attaquer à cette asymétrie, peut-être rééquilibrée selon vous? Qui veut intervenir le premier? Development has something to do with it, right? Regardless of what else we do. I think it's not just capacity development. I think Écoutez, je ne sais pas si c'est seulement le renforcement des capacités qui est important ici. Je crois qu'il faut avoir une innovation inclusive, c'est-à-dire que tous les acteurs dans une activité de recherche, dès le début, lorsqu'on définit les objectifs et les buts de la recherche, au lieu d'avoir une entreprise qui viendrait prendre une ressource génétique et l'utiliser à la mise au point de médicaments, il vaut mieux discuter avec les personnes qui vous ont donné accès à cette information et essayer de créer un programme de recherche qui serait à l'avantage de tous. Oui.
Pierre, je voulais faire un commentaire là-dessus, mais je voulais aussi souligner qu'il y a un aspect important ici sur les exigences en Suisse pour les pays d'origine, et ce n'est pas seulement pour l'ISN. Je crois que ce qu'a dit Marcel est important, et je crois que ce que j'aimerais voir, puisqu'on est en train d'aborder ces questions, c'est que je connais beaucoup de scientifiques, de spécialistes de la technologie qui m'expliquent que la technologie va plus vite que les textes législatifs, etc. Donc, si on caractérise le problème de manière correcte, on peut trouver une solution technologique. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur le problème lui-même et le problème que l'on veut résoudre, et c'est cela qui nous retarde. Mais si on dit, par exemple, que l'on veut insérer des ICN dans les banques de gènes ou dans les brevets, et à ce moment-là, il faut avoir une plateforme commune. Là, vous trouverez une solution. Donc, caractériser, formuler les questions de manière précise, c'est la seule solution. Parce que c'est une bonne formulation du problème qui vous permet de trouver ces solutions. Alors, il faut trouver une norme pour permettre d'avoir accès à l'origine d'une ISN. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour cela. Nous ne sommes pas encore là, mais on va y arriver peut-être. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et Marcel nous a dit qu'il devait partir un peu plus tôt pour une réunion beaucoup plus importante que celle-ci. Merci d'être venu, Marcel. Alors, j'aimerais qu'on aborde cette question de manière beaucoup plus directe. Dans l'introduction du webinaire, on a dit qu'on essaye d'aider le processus scientifique en tenant compte de l'engagement à la COP 14, où on a reconnu qu'il y avait des divergences sur les avantages dans le partage de l'ISN. En fait, la divergence porte surtout sur l'accès, mais quand on met tout cela ensemble, même si c'est des questions qui ne sont pas les mêmes. Alors, quelques remarques de clôture en moins de 2 minutes, peut-être. Est-ce que vous croyez que l'on peut trouver un moyen pour régler cette question à pas autour de l'ISN et satisfaire toutes les parties prenantes, les États, les différentes parties prenantes? Ici, c'est le cas, comment? Alors, Marcel, comme vous allez partir le premier, c'est vous qui allez répondre le premier. Oui, je crois que c'est possible. Je crois qu'il y a eu une réflexion intéressante qui a eu lieu jusqu'à maintenant. Il y a le projet WellSee. Il y a aussi des documents qui ont été rédigés là-dessus qui nous permettent de trouver des solutions. Mais j'aimerais soulever un autre point pour l'avenir. Parce que quoi que nous faisons, ça doit être adapté aux besoins de l'avenir. Et je crois qu'aujourd'hui, on sait très bien que les bases de données des séquences qui ne sont pas naturelles, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle sera la prochaine étape? Je rappelle le travail de David Baker à Seattle, dans son institut d'ingénierie de protéines. Eh bien, ce groupe est en train d'apprendre les règles qui sont à la base de la création d'une protéine. Et en la suite, on essaye de créer quelque chose qui ressemble à une protéine, mais il n'existe pas dans la nature. Donc, c'est quelque chose de tout à fait nouveau avec l'apprentissage par machine. L'agence artificielle vous permet de concevoir ce type de produit. Et ça peut être aussi vrai pour les enzymes. Donc, ça permet d'avoir moins de gaspillage, etc. Alors, ce que cela signifie, c'est qu'on s'éloigne beaucoup de la base de données initiale. Ce sont des règles qu'on a apprises en partant d'une base de données qu'on a rendue abstraite et qu'on utilise à d'autres fins. Aujourd'hui, nous sommes encore au stade d'observation de la biologie. On est en train de passer à une étape synthétique et on crée des règles pour inventer quelque chose de nouveau. Alors, comment régler ce problème à l'avenir? Tout traité, tout instrument
qui découlerait de cela doit aborder cette question. Et la seule façon de le faire, c'est de reconnaître que lorsque on remet quelque chose dans une base de données, vous pouvez l'utiliser, certes, mais la contribution à la base de données doivent être reconnues comme étant des informations qui, au départ, provenaient de cette base de données. Donc, il faut avoir un système multilatéral avec des points de contrôle pour ces différentes contributions. Et à ce moment-là, on peut parler de partage des avantages partout dans le monde. Très bien, merci Marcel. Restez avec nous si vous pouvez, mais sinon, je vous remercie. Écoutez, il nous reste encore un peu de temps si vous êtes là jusqu'à -5. Oui, Siva, est-ce que vous croyez qu'on peut régler cette question? Pardon, il s'agit de Julia. Oui, écoutez, je crois que ce type d'échange, ce type de dialogue, certaines activités de recherche qui se font autour des différentes options, des conséquences de ces options, tout cela est important. Je crois que beaucoup de problèmes que nous connaissons dans l'APA sont liés au fait que nous essayons de mettre la réalité dans des idées, dans des concepts. Nous essayons de ne pas le faire dans cette discussion d'aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas des solutions de ce côté-là, mais je crois que ce qui est important, c'est essayer de comprendre les conséquences pratiques et les solutions pratiques. Et également, je dirais aussi qu'il faut définir les défis que nous essayons de relever. Et je crois aussi qu'il faut rappeler qu'il y a un autre aspect de la biodiversité qui nous intéresse ici dans le cadre de ces questions, notamment en ce qui concerne la biologie synthétique, plus que l'ISN. Et on en a parlé de déplacement des chaînes d'approvisionnement, etc. Ce sont des questions de fond sur lesquelles il faut discuter pour essayer de voir comment faire que les considérations de diversité biologique, de moyens de subsistance font partie de la prise de décision d'une entreprise qui cherche à obtenir tel ou tel ingrédient biotechnique. Alors, ils nous disent que ces produits sont plus sûrs, de meilleure qualité, plus efficaces, et que ces produits sont respectueux de l'environnement, moins de CO2. Ce sont des produits qui ont de bons résultats dans l'analyse de la durée de vie, de la méthodologie, etc. Et donc, je me trouve dans une situation où je suis obligé de leur expliquer que il faut examiner la biodiversité lorsqu'on parle d'environnement ou de climat. Alors, vous peut-être n'exercez pas une pression sur la biodiversité, mais vous réduisez aussi la valeur et aussi vous déplacez les communautés qui, jusque-là, avaient des pratiques durables. Donc, pour moi, une question clé ici, c'est d'essayer de voir comment on peut introduire ces éléments dans la discussion sur l'utilisation commerciale des ISN. Donc, il n'y a pas de solution immédiate à ces questions si on ne réfléchit pas à ces éléments aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. En effet, une des questions les plus importantes autour de cela, c'est la suivante. Beaucoup de ces activités qui sont replacées, ce ne sont pas des choses que vous voudriez confier à telle ou telle personne. Ce sont en fait des stratégies, de moyens de subsistance. Alors, si on peut créer assez de valeur avec la biotechnologie, au lieu d'obliger ces personnes à se déplacer sur 20 kilomètres et créer et creuser dans le Kalahari, mais plutôt faire quelque chose de plus intéressant au plan de la biodiversité, essayer de créer et d'enrichir la biodiversité de l'environnement où ils vivent. Je crois que ce serait un meilleur résultat. Malheureusement, aujourd'hui, le système actuel, c'est juste l'exploitation des matières premières, tirer la valeur et aussi empêcher la contribution à la conservation de la diversité biologique.
Siva, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'on peut régler cela? Parce que vous avez dit qu'il faut effectivement être précis dans la formulation de problèmes si on veut trouver des solutions. Oui, oui, absolument. Comme je travaille dans le domaine juridique, je ne sais pas si c'est la loi qui va régler ces problèmes, et la biodiversité dans tout cela, et je crois que la loi n'est pas aussi importante qu'on le croit lorsqu'on essaie de trouver des solutions à ces problèmes d'un point de vue légal. Je crois que que le temps n'est pas en notre faveur. Ce n'est pas par la voie juridique qu'on va trouver des solutions. Encore une fois, la science avance beaucoup plus rapidement. La dégradation aussi se fait beaucoup plus rapidement que l'élaboration des lois. On en parle depuis des dizaines d'années. On a l'impression que l'on est en train de tourner en rond avec cette idée des communes, des droits souverains, des accords bilatéraux, etc. Et même au niveau du jargon, on est en train de se battre autour de termes tels que innovation. Comment définir l'innovation? L'innovation, de votre côté, peut être désastreuse pour moi. L'enrichissement, de votre côté, pourrait être une perte pour d'autres. Les incitations, alors les propriétés intellectuelles, c'est des incitations en principe. Mais alors les secrets industriels, le non-transfert, ça ne correspond pas à ces modèles d'incitation. Donc, il faut faire la distinction entre les mesures d'incitation et l'allocation, parce qu'il s'agit aussi de distribuer, de diffuser les connaissances. Donc, le temps, le jargon, c'est des facteurs dont il faut tenir compte. Il y a un troisième aspect aussi qui se pose, vu la complexité de la question, vu le nombre d'intervenants dans ce domaine, vu la manière dont ces questions se retrouvent dans cette complexité, il est très difficile de trouver un point où cette question sera réglée une fois pour toutes. Même si on trouve des arrangements juridiques, il y aura tellement de façons d'interpréter cela que finalement, on aura un système qui ne sera pas nécessairement la réponse définitive aux problèmes auxquels nous réfléchissons. Alors, pour être pragmatique, une façon d'aborder cette question, c'est de savoir ce que l'on peut faire aujourd'hui et ce qui est plus ambitieux. La déclaration d'origine, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose que l'on peut faire tout de suite. Améliorer les méthodes de transfert de technologie. Voilà encore une chose que l'on peut faire dès aujourd'hui. Maintenant, des questions plus ambitieuses, comment créer des communes, comment faire tourner ces modèles, cela prendra beaucoup de temps et différentes conversations. Alors, j'ai réfléchi là-dessus dans le cadre du protocole de Nagoya ou dans le traité sur les océans par rapport à l'ISN. Moi, je crois qu'il faut retenir deux choses. Un, je ne vois pas comment on peut éviter un modèle multilatéral qui permettrait de mettre en œuvre cette idée de commune. Et deuxièmement, je crois que tout système multilatéral va se développer à côté d'un système bilatéral. Et plus ce modèle multilatéral sera bon, moins on aura recours à des arrangements bilatéraux. Très bien, merci beaucoup. Alors, Hartmut, c'est vous qui avez commencé et c'est vous qui allez conclure peut-être. Si vous allumez votre microphone, ça ira mieux. Voilà, maintenant, vous devriez m'entendre. Oui, je crois que nous avons écouté des choses extrêmement intéressantes. Je suis d'accord avec beaucoup de ce qui a été dit ici. Alors, la question fondamentale, la décision fondamentale, à mon avis, serait un accord selon lequel des produits dérivés de la biodiversité, y compris pour moi l'ISN, dès qu'on utilise ces produits, il faut qu'il y ait une contribution à la conservation. À mon sens, c'est quelque chose d'absolument nécessaire, c'est un minimum qu'il faut faire, qu'il faut demander au gouvernement. Il pourrait se mettre d'accord là-dessus.
Et c'est ainsi que l'on pourra formuler des idées sur la nécessité d'un système multilatéral, l'ISN en tant que commune, obligation, mais pour cela, il faut qu'il y ait un certain mouvement, un certain élan. Et si effectivement on aboutit à cette conclusion, ça serait un pas en avant considérable. Ensuite, il y a les aspects techniques, bien sûr. On examine le système à l'heure actuelle et en l'examinant, on se rend compte que ces avantages n'existent pas dans le cadre de ce système, alors qu'on croyait qu'on allait les obtenir. Et il y a plusieurs raisons à cela. Et comme je l'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, le système ISN est coincé à cause de cette approche traditionnelle. Il faut faire preuve d'innovation, une approche plus innovante. Merci Siva, merci Julia, merci Marcel, merci Hartmut. C'était une discussion extrêmement intéressante. Je vous avoue que je discute de cette question depuis très longtemps et je suis sincère quand je vous dis que ça a été une débat intéressante. On avance lentement, mais on avance. Merci, merci à tous. Je redonne la parole à Sual qui va prononcer quelques remarques de clôture. Merci. Oui, je ne peux que reprendre à mon compte ce que vous avez dit, Pierre, sur la qualité de ce webinaire et que nous faisons de notre mieux pour mettre l'enregistrement sur notre site Internet. Pour ceux d'entre vous qui voulaient suivre tel ou tel argument donné au cours de cette discussion, et ceux d'entre vous qui n'avaient pas pu participer à webinaire, vous pouvez suivre cet enregistrement. Il y a un écran de clôture, Yannick, que je voudrais montrer. Oui, nous sommes arrivés au terme de cette série de 3 webinaires avant le début du travail de ce groupe à composition non limitée. Il y a des études en phase qui sont en train d'être conclues. Alors, pour vous informer avant le début de ce groupe de travail, il y a un document technique sur l'ISN qui se penche sur les potentialités, les options et les limites des mesures nationales visant à réguler l'ISN. On va mettre cela dans le site assez rapidement. On aurait dû le faire avant le webinaire, mais ça viendra. Et cela sera accompagné d'une étude sur l'équité, la justice et l'efficacité pour la Convention diversité biologique et le protocole de Nagoya, analyse des différents cas qui utilisent l'ISN. Ça, c'est des questions de concept plus qu'autre chose. Nous avons eu une discussion conceptuelle aujourd'hui et donc je crois que ces 2 documents vont vous intéresser. Comme vous pouvez le voir, il y aura également sur le site Internet de l'initiative APA go and have a look. We are currently relaunching our website. Ces 2 documents, on a relancé notre site Internet. Donc, si vous utilisez les anciennes adresses, on va vous orienter vers le nouveau site Internet. Maybe one of our flagship events, which is Alors, il y a une manifestation phare qui va s'organiser sur ce dialogue mondial sur l'ISN, qui se tiendra sur une base d'invitation avec un enregistrement de 120 personnes partout dans le monde à partir du 28 juin jusqu'au 13 juillet sur la base des règles de Chatham. Et ce webinaire sur les applications commerciales, à mon avis, était important. Et cela nous a permis aussi de réfléchir autour des concepts. On va essayer d'avoir une séance de conclusion le 20 juillet sur la base des résultats de ce dialogue
mondiale sur l'ISN et cela, bien sûr, cela envoyé à toutes les parties prenantes. Donc, merci beaucoup à tous. Merci de votre patience, de, de votre patience et de votre endurance de ce webinaire de 2 heures avec plus de 130 participants qui viennent de partout du monde avec différentes parties prenantes, effectivement, y compris les populations autochtones, les entreprises, les régulateurs, les scientifiques, y compris les institutions des Nations Unies. Alors, ça a peut-être alimenté plus la réflexion et pas nécessairement trouver des solutions, mais je crois que, comme le dit Pierre, que on a reçu beaucoup d'informations. Et je voudrais remercier les panélistes, Pierre, bien sûr, qui a été le modérateur et qui a contribué à ce débat, et puis Hartmut. Merci à toutes, merci à tous, et je vous donne rendez-vous bientôt ici lors de nos prochaines manifestations.